On doit parler aujourd'hui de la question de l'écriture réflexive, mais peut-être que on devrait commencer par redéfinir ce qu'est la démarche réflexive. Oui, ouais, c'est ça, la démarche réflexive, la réflexivité, avant de rentrer dans le détail de ce qu'est l'écriture réflexive. Tu Ok. penses pas? Ouais, on peut démarrer par ça. Alors, bon, ça renverra à des éléments que tu as déjà fait en vidéo, dans notre premier podcast aussi, où on a évoqué ça, mais je vais redonner peut-être un élément, allez, on va dire le plus simple possible. Donc, la réflexivité, c'est lorsque, à un premier niveau, lorsque l'on se prend pour objet de réflexion. Donc, c'est un retour vers soi, et ce vers soi, il n'est pas seulement sur ce que l'on fait. Par exemple, je suis dans une situation et mon arbitrage m'amène à faire une action. Donc, je peux réfléchir sur mon action. D'accord? Ah, tiens, j'ai fait ça. Est-ce que j'aurais pu le faire mieux? Donc là, ça, c'est un premier stade de réflexion. Et puis, quand on passe à la réflexivité, c'est qu'on va monter d'un niveau. Il y a une sorte de saut épistémologique, un saut sur le travail sur les objets. Et ce travail sur les objets, ben, l'objet qu'on va prendre en compte, c'est plus seulement comment j'ai fait pour ouvrir la porte, c'est comment j'ai fait pour analyser ma façon d'ouvrir la porte, quel est le rapport que j'ai à la porte que j'ouvre, et donc je ne vais pas seulement réfléchir à mon acte concret, je vais réfléchir à tout ce qui est l'intention derrière l'acte, mais aussi les contraintes. Et ces contraintes, elles sont aussi bien d'ordre contextuel que d'ordre identitaire développemental, c'est-à-dire c'est mon histoire, c'est mes valeurs, c'est mes croyances, c'est mes représentations qui m'amènent finalement à agir de telle façon. Et la réflexivité, c'est tout ce qui va aller sonder ce que j'appelle moi dans l'approche multiréfléchie, le voile de subjectivité. Ce qui est moi, sujet particulier. Parce que tous, on va ouvrir une porte. On va peut-être avoir tous objectivement le même geste pour le faire, en tournant la poignée. D'accord? Mais ce qui va construire notre action et le rapport à cette théorie de l'action, ben c'est quelque chose de très singulier, de très différent. Et donc la réflexivité, c'est quoi? C'est un processus cognitif de prise de conscience de nos motifs d'action, de nos cadres de référence, de nos rapports affectifs aux choses. Et donc finalement, c'est pour moi, et je l'avais défini un petit peu comme ça, c'est un rapport à la complexité. C'est-à-dire qu'on se met dans une distance à soi pour comprendre comment dans un monde complexe nous sommes. Et quand je dis nous sommes, je ne dis pas nous faisons. Ce n'est pas seulement vraiment l'acte concret objectivable qui nous intéresse, c'est notre rapport au monde dans toute sa complexité. Et donc j'avais défini le praticien réflexif comme quelqu'un qui est finalement capable de se mettre à distance de lui-même de façon systématique, reproductible, et qui change son rapport à lui-même et au monde parce qu'il accepte la complexité et dans un mode, je ne l'avais pas écrit comme ça, mais dans un mode un peu ludique finalement, qui accepte de jouer avec la complexité. C'est une sorte de rapport à soi qui dit c'est pas grave, mais c'est intéressant. Voilà, si je devais le résumer. Résumé, le mot est important. Et je crois que tu avais aussi dit qu'il fallait accepter de se prendre pour sujet. Première étape, comme Ouais. sujet et objet de réflexion. Oui. Mais ça, pour l'écriture réflexive, on y reviendra, mais c'est un élément important, ça. Et justement, d'ailleurs, si on parle d'études de la complexité, prise de hauteur, être au balcon de sa vie aussi, c'est ce que tu avais mentionné dans le Ouais. dernier podcast. Donc, on va essayer de voir dans quelle mesure l'écriture réflexive peut aider. Et en rentrant dans ce sujet-là, comment on peut faire dans un premier temps pour définir l'écriture réflexive? Après que tu aies présenté la réflexivité, logiquement, quelle définition on pourrait donner de l'écriture réflexive? Alors, ta question, elle est fondamentale parce qu'il y a énormément de littérature qui sont à la fois des littératures professionnelles ou scientifiques qui proposent de l'écriture réflexive. Et c'est un peu aussi devenu, comme réflexivité, une sorte de mot valise, quoi. On a beaucoup de choses dedans, beaucoup de choses très, très variées. Euh, j'ai même vu des choses où on dit que l'écriture réflexive, c'est quand on libère ses états d'âme, quoi. Voilà, donc lâcher ses états d'âme sur un sujet, ouais, on va l'écrire, et là donc on va être en réflexivité. Donc je dirais que ça, voilà, c'est quand même des usages qui sont très très larges. Donc si maintenant j'essaye de le restreindre, pas pour dire qu'il n'est peu, mais tout simplement pour en avoir un cadrage scientifique et puis fonctionnel quand on est professionnel. Mhm. Donc le passage à l'écriture, ça va être tout bêtement et techniquement, cette mise en mots par l'écrit, ok. Et sauf que c'est
les mots portent sur quoi? Bah, s'ils sont dans la définition de la réflexivité que j'ai produite, c'est des mots qui portent sur soi-même en tant qu'objet. Donc l'écriture réflexive, c'est un moment où je vais écrire quelque chose sur moi. Et le moi, c'est quoi? Ben, c'est les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Sur le moi qui est questionné en termes de dilemme, en termes de croyances, en termes de cadre de référence, en termes de grille de lecture, en termes de rapport à, en termes d'habitus. Donc finalement, j'écris, si je le dis, allez, tout simplement, une écriture réflexive, c'est l'opportunité d'écrire en prenant du recul sur mes croyances, mes valeurs, mes habitus, mes façons de faire, mes grilles de lecture. Donc voilà ce qui pourrait être une définition de départ, mais tu vois bien qu'elle est très limitative par rapport au spectre un peu large que j'ai évoqué initialement en disant qu'à un moment, si je pense ça d'un film, parce que c'est trop bien, je suis en écriture réflexive. Ce que j'ai déjà vu dans des commentaires de critiques cinématographiques, quoi. Mais là, tu donnes une définition moins vendeuse tout d'un coup. Ah, carrément, ouais, ouais, ouais. Mais je pense pas qu'on soit dans un échange qui cherche à vendre. On est plutôt dans un échange qui cherche à expliquer ou à donner des clés. Mais c'est vrai que tu as raison. C'est pas sexy, quoi, ce que je viens de dire. C'est pas sexy. Les gens, finalement, par effet de mode, globalement, les gens, entre guillemets, ça serait sympa que tout le monde soit réflexif, quoi. Voilà. Et s'il suffit de réfléchir à ou de livrer ce qu'on pense pour être réflexif, ça serait finalement un peu trop facile et donc le concept serait pas très intéressant. Oui, oui, oui. Et ma remarque, elle était un peu provocatrice, mais en même temps, elle était aussi un peu intéressée parce que j'ouvre une parenthèse. J'avais terminé des cours avec des cours de démarche réflexive, j'ai bien des cours entre guillemets, ou de démarche portfolio avec des étudiants en licence professionnelle. Et quand je leur ai présenté justement des bases, enfin, les bases, et je leur ai demandé de produire des analyses réflexives écrites, finalement, entre ce qu'ils imaginaient de la réflexivité, qui était un peu sexy vendeur, le travail réel était moins sexy, moins vendeur. Pas inutile, et ça c'était très, très cool, toujours cool de le recevoir, mais j'ai quand même eu ce retour du c'est pas évident, c'est complexe. Finalement, c'est un peu un travail de psy, ce qu'on a fait, des choses comme ça qui ressortaient. Donc le côté sexy vendeur, il a vite disparu. Mais pour autant, il y avait eu, heureusement, un côté utile. Alors, c'est une question que je voudrais te poser. J'aimerais enchaîner là-dessus. C'est pourquoi ou dans quelle mesure l'écriture réflexive permettrait-elle d'aider ou de favoriser le développement de compétences? Alors, si tu dis de compétences, faudrait peut-être définir le champ de l'application de la compétence. Par exemple, si c'est une transformation directe de l'activité, Mm. parce que je ne sais pas, j'ai une compétence dans le domaine d'une réalisation d'une tâche très située, très identifiée, hein, ce qui est la définition minimaliste, au minimum, je veux dire, hein, de la compétence, quoi, de cette possibilité d'agir dans une situation de façon reproductible, hein, voilà, ce qui serait une première définition de la compétence. Bah, l'écriture réflexive, quand tu dis c'est pas sexy, c'est pas vendeur, c'est à mon sens parce qu'elle constitue un détour par rapport à cette logique productive. C'est que elle n'aura pas pour conséquence d'avoir un mode d'emploi pour demain pour agir. Parce que sinon, c'est pas une écriture réflexive, c'est un mode d'emploi de réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que je réfléchisse pour faire demain différemment? D'accord? Et là, on pourrait avoir une logique un peu productive qui nous lie directement à la question de la compétence. Bon, aujourd'hui, je fais comme ça, je vais déplier mon mode d'emploi. Ah ouais, ben non, mais regarde, on est 3-4, on discute ensemble dans un groupe, puis on dit, ah ouais, non, mais si tu fais ça ici, ça risque de pas fonctionner comme ça, donc il faudrait peut-être mieux faire comme ça. Ok, donc on va, et là, finalement, on pourrait être dans un cycle expérientiel à la Kolb, où on va utiliser une réflexion pour pouvoir transformer l'agir de demain qu'on va expérimenter et qu'on va faire re-rentrer dans notre boucle. Donc là, on aura une logique performative, quoi. On va transformer notre action de séance en séance. Mais à ce stade-là, ce que l'on cherche à faire, finalement, c'est une compétence située, donc qui ne remet pas en cause une identité, ou même au-delà de la remise en cause, qui n'aboutit pas à une prise de conscience de l'identité, de la singularité, du développement, du processus de transformation. Et du coup, bah, l'écriture réflexive, c'est peut-être un détour qui peut être déstabilisant si on n'en voit pas une utilité assez rapidement. En disant, non, 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 mais là, tu nous fais écrire, et je dis bien dans ma définition initiale de la réflexivité, c'est-à-dire celle qui se prend soi pour objet dans un certain registre de soi.
les valeurs, les croyances, les cadres de référence. Parce que si je reste sur mes façons d'agir, comment est-ce que je tiens mon stylo pour écrire? Bon, on va discuter, on va dire, tiens, casse un peu moins ton poignet. Ah, ok. Bon, bah, demain, je casse un peu mon poignet, un peu moins, et c'est efficace. Et en fait, je n'aurais fait que réfléchir sur. J'aurais pas été réflexif sur. D'accord? Et donc, par contre, si je veux être réflexif sur moi, je vais monter d'un niveau et je vais me dire, non mais, en fait, pourquoi est-ce que, par exemple, j'avais pas trouvé qu'il fallait casser le poignet tout seul? Qu'est-ce que ça me dit sur mon rapport au corps? Qu'est-ce que ça me dit sur mon autorisation? Quels sont mes cadres de résolution de problèmes? Qu'est-ce que je mobilise en moi comme type de motivation pour résoudre un problème? Est-ce que le collectif est tout le temps une ressource? Et là, on voit bien que j'ai sauté un step. Je passe à autre chose comme type d'objet que je vais analyser. Donc, quand tu dis comment l'écriture au service de la compétence, bah, je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a tout ce qui va être de façon indirecte et différée par le développement finalement de la connaissance de soi, qui peut aboutir à un peu plus d'émancipation des cadres normatifs et donc finalement du pouvoir d'agir et donc finalement de la compétence. Mais tu vois la boucle que j'ai fait, hein, le détour par la réflexivité. Mais par contre, si j'y vais directement, si je veux aller directement à l'agir et à cette compétence-là que je vais cibler, bah, peut-être que l'écriture réflexive est peut-être moins intéressante que l'écriture technique, type mode d'emploi, réflexion sur. Voilà, j'ai fait un peu long, mais c'est peut-être pour lier ce lien avec la question de la temporalité et de l'aspect développemental. Oui. Non, non. Alors, je pourrais dire que je trouve ça clair. Par contre, si là, on a fait le lien justement avec écriture réflexive et développement de compétences, pourquoi écriture finalement? Pourquoi Ah, l'écriture pourrait ouais, être un ouais, choix? ouais, ouais. Alors, ça, c'est assez clair. Euh, enfin, c'est assez clair. Il y a quand même pas mal de choses qui parlent de ça en littérature. Le passage à l'écriture, il a une spécificité de l'effort. C'est-à-dire que pour écrire, il faut passer sur un média qui va rester et qui peut être malléable. La parole, elle est assez instantanée, si on est au récit oral, par exemple. Hein. Elle est assez instantanée et puis on va vouloir revenir sur, et puis on va dire, ah non, mais j'ai dit ça. Oui, non, mais en fait, je voulais dire que. Alors qu'à l'écrit, finalement, la temporalité de l'écriture et la mise en forme, le passage à la mise en forme, c'est un moment qui permet parfois de sursoir. C'est-à-dire, ah, je vais écrire, non, je soulève ma plume, ce que je ne pourrais pas faire à l'oral. Je vais soulever ma plume, si je suis en interaction. Je vais soulever ma plume, je vais réfléchir, et là, je vais redescendre mon stylo et je vais dire, OK, c'est ce terme-là qui convient. Et puis, quand ma phrase sera écrite, je vais pouvoir la relire et revenir dessus et en réécrire une autre. Et donc, en fait, il y a un caractère qui est aussi assez intéressant par rapport, bah, je dirais, à la culture actuelle de l'immédiateté, hein, et notamment dans l'échange oral, dans le ping-pong, dans le réseau social, où c'est marrant, où on se retrouve dans les réseaux sociaux à écrire comme on parle, c'est-à-dire à ne pas se laisser la chance de l'écriture. Donc, en gros, même, on fait un vocal qui va se traduire par de l'écrit. Mais il est dans l'instantanéité, c'est 6 mots, c'est en réactivité à ce qui arrive. Et l'écrit, finalement, ça permet de sursoir. C'était Janusz Korczak qui disait que le passage à l'écriture, c'est une contrainte féconde. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va amener à faire mûrir, alors que c'est une contrainte. C'est une contrainte parce qu'il y a un effort. C'est Paul Ricoeur aussi, hein, je crois qu'il parlait de ça, qui disait que finalement, ça nécessitait une communication dans et par la distance, quand on racontait. Une communication dans et par la distance. Dans la distance, donc c'est-à-dire que je me mets à distance de ce que j'écris, et par la distance, parce que l'autre va avoir une distance quand il va recevoir mon écrit. Et ça, je trouve que c'est un élément intéressant. Et dans ce cadre de l'écriture réflexive, peut-être que le dispositif n'est pas forcément à visée collective de partage de l'écriture. Et donc finalement, c'est dans et par la distance avec soi-même. C'est-à-dire que par l'écrit, on va se mettre à distance de ce que l'on aurait tendance à dire, à raconter dans le réfléchissement, qui est chez moi, dans mon modèle théorique, le premier stade, quoi, quand je me mets à raconter. Voilà, bah, se mettre à distance de soi, c'est vrai que le temps de l'écriture, c'est un temps qui est différent de celui de l'oralité, et notamment dans l'interaction. Si je te donne à lire, il va falloir que tu attendes que j'écrive. Oui. Si nous discutons, tu vas me répondre, et je vais te répondre, et donc on va être dans une forme d'immédiateté qui prête plus le flanc au jugement dans l'interprétation de la parole de l'autre qu'à la compréhension. Parce que finalement, la compréhension demanderait plus de temps
que le jugement. Bah, plus de temps, ouais. Ça, c'est les modèles. Ça, si on fait référence aux modèles en sciences cognitives chez Kahneman ou chez Houdet, ben voilà, ils nous disent il y a un premier système cognitif. Hein, c'est le prix Nobel Kahneman d'économie qui dit il y a deux systèmes cognitifs. Il y a un premier système qui est réactif, et puis il y a un deuxième qui est rationnel, qui est celui du temps de la réflexion et de la compréhension. Et puis il y a Olivier Houdet qui dit oui, mais le premier système, malheureusement, celui de la réactivité, est beaucoup plus économe parce qu'il fait des circuits très rapides de pensée. Donc, il est beaucoup plus réactif, beaucoup plus moins coûteux. Du coup, c'est celui qu'on mobilise le plus par un principe d'économie. Et lui, il dit il y a un troisième système qui est celui de l'inhibition de la réactivité pour passer au stade de la rationalité. Et donc, le passage à l'écriture, c'est probablement une aide à l'inhibition de la réactivité. Ça, chez Korjak, je ne sais pas si on en avait parlé, mais chez Korjak, il y a un livre qui s'appelle Le Roi des enfants, donc ce médecin qui a accueilli des orphelins à Varsovie. Il accueillait des orphelins qui étaient très violents, des gens qui voulaient passer à l'âge, qui avaient déjà commis des crimes à l'âge de 10, 12, 15 ans. Et il voulait, ces orphelins qu'il avait dans son orphelinat, ils se menaçaient de mort entre eux. Et puis, dans cette menace de mort, il leur disait, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez juste mettre par écrit la personne que vous voulez tuer, vous lui donnez un rendez-vous demain. Et vous lui dites, demain, je te tue à telle heure. Et il dit, il n'y avait jamais personne au rendez-vous. Et cette idée-là, elle est hyper intéressante parce que c'est la temporisation par le passage par l'écriture. Alors là, lui, c'était à visée cathartique, c'est-à-dire de faire sortir des émotions. Après, il ne retravaillait pas forcément sur cette dimension-là. Il y avait vraiment la visée de faire sortir le tout par l'écrit, mais juste parce que ça permet de temporiser et ça permet de sursoir à l'acte. Et donc là, le passage par l'écriture, dans un premier étage, quand on va vers la réflexivité, c'est la première chose qui nous permet de prendre de la distance par rapport à la réflexivité, au réfléchissement et à la réactivité. Parce que finalement, lorsqu'on écrit, on est obligé de se regarder en face, quelque part, de regarder ce qu'on pense, ce qu'on dit. Tu penses pas que finalement, là j'ai envie de faire un peu l'avocat du diable dans cette société de l'immédiateté, que si aujourd'hui justement on arrive à écrire comme on parle, est-ce que finalement, en écrivant, on pourrait passer outre ce temps de recul? Est-ce que finalement, en écrivant, on ne pourrait pas passer à côté de de tout ce que tu as décrit, de toute cette, comment dire, de tout cet arrêt du temps? Je sais pas si je suis clair, mais si on écrit comme on parle, finalement, on est constamment dans la réaction. Ouais. Et si on est constamment dans la réaction, ça veut dire que l'opportunité réflexive sous-tendue par l'écriture, elle n'existe pas et la personne n'en a pas conscience. Ma question finalement, c'est est-ce que pour mobiliser ce potentiel réflexif de l'écriture, il ne faut pas aussi avoir une certaine, je ne sais pas si c'est sensibilité, mais en tout cas acculturation. Est-ce que vraiment le simple fait d'écrire va amener spontanément cette prise de distance? Pas du tout. Tu as raison. C'est pour ça que j'ai cité l'écriture. On écrit comme on parle. C'est 4 mots. C'est des mots écrits en phonétique. C'est des choses qui sont hyper efficaces en termes d'interaction. Après, est-ce que c'est efficace en termes de réflexivité? Non. Et là, je reviendrai sur 2 éléments. Je reprends le facteur temps et je reprends ce que j'ai dit en parlant de contraintes fécondes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une écriture avec une contrainte. C'est par exemple, là tu m'as mis une phrase, est-ce que tu pourrais m'en dire 4 sur cet objet? Et là, donc tu as une contrainte qui est féconde parce que en dire 4, c'est en dire plus. Et en dire plus, ça va mobiliser un certain nombre de ressources chez moi, dont potentiellement celle de la prise de distance. Ok, il y a ça. Mais je vais un petit peu aller plus loin que ta question sur la richesse de l'écriture. L'écriture ne déclenche pas la réflexivité. Parce que déjà, les 4/5 des écritures ne sont pas à orientation réflexive, mais parce qu'il y a aussi des écritures qui ne s'offrent pas la contrainte d'aller chercher des objets qui sont réflexifs. Et il y a deux phénomènes qui vont être potentiellement limitants. Un, c'est les capacités d'écriture. Tout le monde ne maîtrise pas l'écriture et pas mal de personnes sont en crainte par rapport à l'écriture. Et donc, les amener à d'écriture réflexive, c'est doublement insécurisant.
C'est l'insécurisation de la réflexivité, se prendre pour objet, et c'est l'insécurisation du passage par le média scriptural. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte selon les publics avec qui on travaille. C'est-à-dire, si on cherche à faire de la réflexivité et que la porte d'entrée, déjà, elle bloque, alors on a raté le coche. Le deuxième élément, et ça, c'est un élément fondamental pour la création du matériau, c'est que il est tout à fait possible, par l'écriture, d'être confronté à un certain nombre de choses, quand on va se mettre à écrire, raconter, prendre conscience, et que du coup, le temps de l'écriture va permettre l'idéalisation du contenu. C'est-à-dire ce que j'aimerais être et non plus ce que je suis. Et donc, on fausse le matériau. Et ça, c'était Anne Jorot qui dit que le passage par l'écrit présente le risque d'euphémiser, voire d'annuler la possibilité critique. Donc, on ne pourra plus s'auto-évaluer parce qu'on va idéaliser ce que l'on est, ce que l'on pense, et on va éliminer un certain nombre de choses. Et c'est vrai que la temporisation de l'écriture permet aussi ça, de réécrire la belle histoire. Oui, c'est comme ça que Et je pense que c'est. ça, voilà, ça c'est une vraie limite. Et dans les dispositifs institutionnels, puisque toi tu y es confronté au quotidien dans ton boulot quand tu vas te faire travailler par exemple sur la démarche de portfolio, c'est que si j'écris ce que je pense que le prof veut, ça n'ouvre plus de perspective réflexive. Ça ouvre juste la perspective de renormalisation ou de conformisation d'un discours sur soi, où on va utiliser les bons mots de la réflexivité, mais dans le sens de ce que l'on pense que l'institution attend de nous. Donc on ne Oui, sera pas réflexif. oui. Et ça, c'est d'autant plus renforcé quand on sait que cette démarche portfolio s'exerce dans un cadre très très académique, qui doit être noté, alors que pour avoir discuté avec plusieurs chercheurs sur cette question, ils étaient d'accord pour dire que vouloir noter une démarche réflexive, c'est très orienté en fait. Ça amène beaucoup de biais et ça nous éloigne plus des objectifs de réflexivité qu'on veut atteindre que ça nous en rapproche. Après, c'est des écoles. Hein. Il y a des écoles il y a des écoles qui sont sur des logiques performatives, productives, et donc la réflexivité s'évalue. Mais parce qu'elle a une logique opérationnelle, la réflexivité. Si je Oui, réfléchis comme ça sur mon cadre de référence, alors je vais être plus productif donc il faut que je réfléchisse comme ça sur mon cadre de référence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de référentialisé, en fait, dans la pratique réflexive. Elle rentre dans un référentiel. C'est tel niveau, tel niveau, tel niveau, et à tel niveau, il faut que je sois capable de faire ça. Voilà. et Et ce n'est connecté. pas une logique développementale du tout, quoi. Moi, je m'inscris dans une logique développementale. Donc, mais c'est aussi, tu sais, par rapport à ce que tu disais de tes étudiants et du fait que c'est pas sexy, c'est ça aussi le problème. C'est que si on est dans un rapport d'utilité, c'est pas sexy de pas être utile directement, de se d'être un peu bougé, déstabilisé, d'être obligé de réfléchir pour. C'est quand même plus confortable de repasser à un stade réactif qui nous permet d'agir. Donc, Oui, il y a de ça aussi profondément, je pense, et c'est vraiment des écoles par rapport à la définition de la réflexivité, ça. oui. Enfin, même si la réaction la réaction que j'allais avoir, et je dis bien réaction, c'est considérer que la réflexivité doit servir, entre guillemets, uniquement des questions de productivité, c'est très, très orienté. Et je pense que dans mon appréhension de la réflexivité, c'était plus une approche, entre guillemets, développementale ou holistique de l'individu, de la psychologie de l'individu, parce que finalement, apprécier la psychologie d'un individu au prisme de la productivité, bah, ok, mais ça veut dire que c'est un filtre très, très important. Tu dis orienté, moi je pense qu'effectivement c'est une idéologie et donc ça a des conséquences politiques Mm. importantes, Ouais. tout autant en termes de management que dans une entreprise par exemple, qu'en termes de développement d'une démocratie participative ou non par exemple. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a Oui. des conséquences, à mon avis assez importantes autour du concept d'émancipation, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur s'émanciper en fait de cadres existants qui s'imposent à nous, qui sont déterministes, mais avec toute la limite bourdieusienne de se dire on a des habitus qui sont des habitus de classe qui font qu'on ne peut pas avoir une émancipation qui soit spontanée en claquant du doigt. Donc ça se construit l'émancipation de ces cadres qui sont des cadres extérieurs mais aussi de nos cadres intérieurs. Et donc du coup oui cette vision développementale et de l'émancipation c'est une vision qui est très orientée et qui nécessite qui nécessite d'avoir une sécurisation de l'entrée en Mm. mouvement. Voilà. Et donc l'écriture réflexive, tu disais, elle a pas, l'écriture n'a aucune, euh,
visée naturalisante à passer à la réflexivité. C'est pas parce qu'on fait de l'écriture qu'on va devenir réflexif, mais l'écriture pourrait être une porte d'entrée vers la réflexivité à partir du moment où le cadre de sécurisation et les contraintes sont telles qu'elles permettent d'aller sur ces objets et que finalement c'est une sorte de contrat soit entre les personnes, soit de la personne avec elle-même en se disant bah oui, l'écriture va m'amener une perspective de réflexivité. Oui. Tu vois, dans ce que tu viens de dire, j'avais fait une des dernières vidéos, j'avais parlé justement de l'utilité ou l'intérêt de l'écriture réflexive quand on est enseignant. Et justement, tu parlais de sécurisation. L'avantage de l'écriture, c'est que finalement, il y a un format qui peut être très, très confidentiel. C'est-à-dire que moi, en tant qu'étudiant, je vais écrire quelque chose, je vais le donner à l'enseignant, il ne le verra, il n'y a que lui qui va le voir, s'il y a justement ce climat de confiance. Et comme ça, je peux un peu m'ouvrir. Et pourquoi j'avais abordé l'écriture sous cet angle-là? Parce que finalement, justement, quand il faut déjà monter au balcon de soi-même, au balcon de sa vie, c'est pas évident. Mais si en plus il faut le faire sous les regards de ses petits camarades qui nous aiment pas forcément, c'est encore d'autant plus complexe. Mais on sait que c'est nécessaire. Pourquoi? Bien parce que tu l'as dit toi-même, il faut avoir cette authenticité. Il faut être capable d'accepter de se prendre réellement pour ce que l'on est. Même si c'est pas beau, même si on n'est pas beau, même si on se trouve pas sexy, même si on se trouve pas vendeur, même si on pense que les autres vont nous tirer dessus, c'est nécessaire. C'est nécessaire et c'est ce que je m'étais dit justement, ce que j'avais dit, le format intime et confidentiel de l'écrit, c'est un peu une lettre, une enveloppe qu'on va ouvrir, eh bien si on la destine à une personne, à l'enseignant en l'espèce, eh bien ça va rester dans l'intimité de la relation. C'est-à-dire pour l'enseignant, ça permettrait d'accéder à quelque chose que le lycéen, enfin l'élève ou l'étudiant ne se permettrait pas, ne s'autoriserait pas à faire en classe. Parce qu'on en revient toujours aux mêmes choses, c'est ce concept d'autorisation. S'autoriser à être soi-même, s'autoriser à partir dans ses questionnements, s'autoriser à se dire, ok, ces questionnements, ces questions-là font peur, mais je vais quand même essayer. Je pense que je peux essayer. Et, et ça, l'écriture peut être utile. Sauf qu'encore une fois, alors ça relève de mon expérience. Si j'ai eu des étudiants qui ont pu me donner du contenu, entre guillemets, du contenu intéressant ou qui constitue un terreau fertile à la réflexivité, c'est pas l'écrit en lui-même, c'est parce qu'on a eu une première séance où on a appris à faire connaissance en fait. On a appris entre ce que disait un étudiant, on s'est connectés les uns aux autres et ils se sont dit, ok, bon, Dylan, ça a pas l'air d'être un connard, donc on peut peut-être essayer de lui transmettre quelque chose. On peut peut-être essayer de s'engager. Oui, tout à fait. Ce que tu dis là est à mon sens fondamental, mais je dirais que je glisserais même un autre stade d'autorisation avant celui de la communication à l'enseignant. Moi, je dirais déjà s'autoriser avec soi-même, c'est-à-dire se donner à voir à soi-même en première étape. Et là, je pense en même temps qu'on échange, hein, mais par exemple, l'écriture réflexive, elle pourrait très bien à un moment être sous contrainte parce que je vais guider l'écriture réflexive avec un certain nombre de questions. Ça, on le développe avec mon ami Marc Thiebaud, où on a développé des outils de questionnement réflexif, où la personne se retrouve avec elle-même et elle écrirait sur la base de ces questionnements réflexifs, elle ferait une production, et de tout ça, elle aurait déjà un saut, c'est-à-dire pour elle, un saut de niveau et d'objet, de matériaux, elle aurait un objet réflexif pour elle, et à partir de là, elle pourrait faire le choix je dirais, dans une logique concentrique. Qu'est-ce que je garde pour moi? Qu'est-ce que je peux partager avec l'enseignant? Qui est de l'ordre du réflexif, mais ça, j'accepte, je m'autorise, je me sens sécurisé. Et qu'est-ce que je pourrais partager avec les autres étudiants sur mon cheminement réflexif? Je vais te donner un exemple, par exemple, très clair. J'ai une écriture réflexive et je me rends compte qu'il y a quelque chose de très intime qui touche mes affects dans mon rapport à un certain objet. Par exemple, je ne sais pas, la question du conflit ou la question des hiérarchies. Okay, et ça, en écrivant, je me rends compte que j'ai ça très profond en moi. Et que c'est quelque chose je n'arriverai pas à le partager avec l'enseignant. D'accord? Parce que ça, c'est trop de moi. Donc ça, c'est pour moi, mais la prise de conscience, elle est déjà hyper intéressante. Mais c'est quelque chose qui renverrait soit de la thérapie, soit l'investissement de ma personne dans mon métier. Donc il y a quelque chose là que je vais cibler et ça, je vais le garder pour moi. Et puis, il y a un deuxième objet qui m'intéresse bien, c'est la récurrence de mes usages de grilles qui sont très fortement connotés politiquement pour décrypter mon rapport au monde. Et ça, j'ai bien envie de le partager avec l'enseignant. Ça, j'accepte. Tu vois, un objet qui est un peu moins sécurisé,
j'ai moins à le sécuriser celui-là. Ok, ça j'accepte de le partager. Et donc je vais faire un écrit réflexif en disant, ben voilà, dans ce que j'ai fait, je me rends compte que j'ai systématiquement des grilles de lecture politique qui impactent largement mon rapport aux objets et ma façon d'agir. Ok. Et puis il y a un troisième niveau que celui-là, je veux bien le partager avec le groupe. D'accord? Et ce que je vais partager avec le groupe, par exemple, c'est une lecture, je sais pas, bourdieusienne du monde. C'est-à-dire, je pense qu'on est déterminé et je vois que ça, c'est assez important pour moi parce que quand je fais mon analyse, mon écriture réflexive, je me rends compte que je suis déterminé par mon histoire. Voilà. Et ça, je veux bien le partager avec le groupe parce que je vais le renvoyer aux autres étudiants et eux, ils pourront faire le même travail, qu'ils le partagent ou non. Mais ils pourront, eux, juste cheminer comme ça. Et ça me met pas en difficulté. Je veux dire, les autres étudiants, ils vont pas se foutre de ma gueule, ils vont pas, au pire, ils seront indifférents. Mais j'ai partagé. Et tu vois, 3 niveaux de partage par rapport à un objet. Et pourtant, le matériau initial serait le même. C'est-à-dire que je provoque une écriture réflexive avec un certain nombre de consignes. Et puis, dans une logique concentrique, il y a des choses que je partage plus ou moins. Donc, voilà comment je pourrais rebondir sur ce que tu disais, hein, sur le caractère d'intimité, où je te rejoins. L'écriture, elle a ça. Alors que la prise de parole, à part si j'enregistre à l'oral pour moi, où je me réécoute et je vais en faire un matériau réflexif qui peut être un petit peu sensiblement pareil à celui de l'écriture. Hein. Mais sinon, dans l'oralité, il y a l'interaction et cette interaction, elle expose plus. Oui, oui, oui. Et justement, pour connecter le côté intime de l'écriture avec les temps d'échange en classe, qui peuvent aider à nourrir le processus réflexif, hein. Je trouve que je vois les deux comme des vases communicants. C'est, comme tu l'as dit, ça peut permettre de poser certaines premières pierres de questionnement, identifier ce qu'on veut garder pour soi et ce qu'on veut partager. Quelque part, si je devais te donner une image, on prend un peu de café, on commence à le moudre et ensuite on va le partager en Et classe. le, Et c'est... ouais. Vas-y, vas-y. Ouais. Non, je rebondis là-dessus parce que, en fait, enfin, dans mon modèle, je parle toujours de niveau de matériaux, quoi. Alors, tu as un premier matériau qui est le réfléchissement, tu as un deuxième, c'est la réflexion sûre, ok? Donc, tu vas, voilà, comment j'ai ouvert ma porte, là, c'est de la réflexion. Et puis après, il y a comment je me pose la question de comment j'ai ouvert la porte. Ça, c'est la méta-réflexion. Et en fait, là, sur ce qu'on vient de dire et ce que tu viens de dire, là, sur le partage, le niveau de partage, c'est intéressant parce que ça crée un nouveau niveau matériau. C'est-à-dire, qu'est-ce que je partage, avec qui et pourquoi? Et donc là, c'est mon rapport au produit de la réflexivité que je vais interroger. Et c'est aussi de la réflexivité. Pourquoi est-ce que j'aurais du mal avec le prof à partager le fait que j'ai un rapport affectif très engagé autour des questions de hiérarchie, autour des questions de domination, autour des questions, voilà. Mais par contre, pourquoi est-ce que j'accepte de lui dire que ma vision politique, ça? Et donc, je vais réinterroger tout le contexte qui fait que je m'autorise ou non. Et ça va me renvoyer aussi de l'information à moi. Et donc, ça pourrait être une question réflexive sur le matériau précédent de réflexivité. Oui. Et donc, ça, c'est la spirale réflexive, hein, voire l'abîme réflexif, parce qu'on ne peut jamais ne jamais s'arrêter. Oui. Et alors là, quand tu dis on ne peut jamais s'arrêter, mais il est important de savoir, entre guillemets, s'arrêter. Pourquoi? Eh bien parce que des personnes qui vont l'expérimenter, je crois même que ton fils t'en avait parlé, dire, ok, c'est bien beau, mais ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, de l'attention et de l'énergie. Et sauf que c'est ces 3 denrées que l'être humain a de façon très, très limitée. Et comme à chaque fois que tu te lèves, tu dois te poser la question, à quoi je consacre mon attention, mon énergie et mon temps? C'est des choix à faire, puisqu'avec 24 heures dans une journée, on n'est pas tout le temps en forme. Parce que là aussi, quand on parle d'écriture réflexive, qu'on soit sur l'écriture ou sur la pratique ou sur l'oralité, eh bien, il y a un coût qui est lié à l'engagement, qui est lié à la structuration de la pensée, qui est lié à l'expression de la pensée, et qui est lié à l'alimentation de l'interaction avec autrui, parce que c'est bien beau que je dise quelque chose, mais il faut aussi que je sois en mesure d'accueillir ce que dit l'autre et de rebondir comme ce qu'on fait là, en fait. Et finalement, tout ce qu'on fait, ça demande de l'énergie. Sinon, on ne se comprendrait pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on en peut entendre assez facilement et assez régulièrement dans notre entourage. C'est ah, mais tu prends la tête, en fait. Tu prends la tête et j'ai pas que ça à faire. Et je pourrais même aller plus loin. C'est quand on parlait de l'autorisation à s'autoriser à. Ma compagne me dit souvent quelque chose qui me fait rire. Elle me fait, mais franchement, Dylan, il n'y a que toi qui peux avoir envie de te mettre le nez dans ta propre merde. Parce que la réflexivité, en fait, ça peut aussi ça nous amener à ça. C'est avoir des choses, on sait qu'elles existent,
mais comme toute personne, on n'a pas forcément envie de les voir et on a même on a pris le soin de les mettre dans une boîte et de mettre la boîte sous le lit. Donc, est-ce que tu me trouves déconnant, mais en amenant ces choses-là, en disant que finalement, moi en tout cas, ça c'est de l'empirisme, c'est-à-dire que j'ai été confronté à des personnes comme ça, que ce soit des étudiants ou même d'autres personnes, ça me dire, ouais, ok Dylan, mais sauf que là, tu vas m'amener sur un terrain, je sais qu'il existe, mais je veux pas le voir. Alors, il y a deux éléments, je pense, dans ce que tu dis. Il y a l'aspect d'effort et il y a l'aspect de incertitude Mhm. et d'imprévu et d'inconnu. Donc, l'aspect effort, c'est celui qui dit, c'est pour ça que je disais, ça ne s'arrête jamais, parce que je vais méta-réfléchir sur ma méta-réflexion, je vais méta-réfléchir sur ma méta-réflexion qui réfléchit sur ma méta-réflexion. Donc ça, c'est la vie réflexive. Bah oui, là, il y a un moment où je m'arrête parce que je suis épuisé, il y a un moment où je m'arrête parce que j'ai perdu le sens, il y a un moment où je m'arrête parce que il va falloir qu'à un moment, je revienne les pieds sur terre pour faire, par exemple. Donc le sens, le temps, l'action, les logiques d'action. Et donc tout ça, c'est à quel stade je m'arrête. Voilà. Et du coup, quand Pernou parle d'habitus réflexif, c'est intéressant parce que il implique qu'on passe dans une sorte de quotidienneté, de réflexe. Moi, j'avais parlé de réflexe réflexif dans mes travaux, en disant finalement, c'est tellement quotidien que ça n'est plus un coup, déjà. Et deuxièmement, c'est-à-dire c'est plus un coup en temps et en énergie. En gros, ça se fait en parallèle et puis ça arrive comme ça. Et puis si j'ai besoin de le mobiliser, ça va super vite. Mais on voit bien que pour se socialiser à ça, il faut du temps, il faut y aller. Et donc la question du sens, elle va être essentielle. Et donc ça, c'est pour cette question de quand est-ce qu'on s'arrête et vers où ça va, quoi. Et donc là, il y a encore une fois une logique de productivité. Si on rentre que par une logique de productivité, ça va s'arrêter vite, voire ça va s'éliminer. Parce qu'il y a des choses qui seront probablement plus performantes à très court terme ou dans des contextes très situés. Voilà. Que de faire le détour réflexif. Par contre, ça renvoie à la deuxième chose, c'est que ça va, me confronter, moi, à moi-même. Et là, tu dis, mettre le nez sur soi-même, c'est pas toujours intéressant. Sauf que, potentiellement, c'est aussi des portes de sortie de soi-même. C'est-à-dire que lorsque les situations sont bloquées, lorsqu'on est en grande difficulté avec, lorsqu'on a une récurrence des souffrances dans des situations, ça c'est ce que fait la thérapie en individuel, dans le libéral. Mais maintenant, si tu vas travailler de l'analyse de pratique et de la réflexivité dans le monde de l'entreprise, face à la souffrance au travail, face au burn-out, face à la complexité, d'un seul coup, tu ouvres des portes. Et là, l'effort, il fait sens assez rapidement parce que le premier moteur qu'il y a, c'est une sorte de soulagement, de soupape, de libération et d'autorisation qui va avec. Ah, ok. Il y a donc une autre façon de voir ce que moi je considérais comme une fatalité. Et donc finalement, c'est l'inverse. Mais un étudiant qui est en situation de formation initiale, il n'a peut-être pas le sens ou la pression du monde professionnel ou de son stage qui va lui sauter dessus. Donc finalement, s'il est passé entre les gouttes sans voir la complexité de la chose, il y a un moment où le détour réflexif, il va dire, ok, mais et après, voilà, ok, c'est sympa, ok, je vais voir que, mais bon, et après. Et donc, dans ce que je t'avais évoqué dans le premier podcast et dans ce que j'utilise moi, j'utilise la provocation, la dissonance cognitive, Oui, c'est-à-dire le décalage. À un ouais. moment, un truc où tu peux pas rester insensible. Lorsque tu te retrouves toi face à toi-même et que les deux disent pas la même chose, il y a un moment, si c'est récurrent, tu peux pas rester insensible. Donc, c'est comment faire que ce décalage soit sexy au sens vendeur, d'accord? Assez pour rentrer dans la deuxième étape de la réflexivité où on va aller sonder et gratter un peu plus, quoi. Et puis il y a un moment où ça devient plaisant de se dire, ok, je me suis autorisé, ça change mon rapport à la complexité, je gère différemment, par exemple, mon rapport affectif aux choses, mon impulsivité, ma réactivité, ok. Et donc là, tout de suite, je mêle et j'imbrique des logiques productives et des logiques constructives. Parce que ça change mon rapport au monde, donc je fais différemment. Mais ça le change parce que je suis différent, parce que je comprends ce que je suis. Et donc là, il y a toute une imbrication, une complexité, un maillage entre ces deux niveaux-là. Et l'écriture, pour aller un tout petit peu plus loin, des collègues québécoises ont pris mon dispositif arpège d'analyse de pratique à visée réflexive et elles l'ont fait sous forme écrite. Donc c'est une séance de 3 heures normalement et elles l'ont fait sous 3 mois. Ça va même un peu plus loin, 4 mois. C'est-à-dire qu'elles déplient chacune des séances, chacune des séquences, des phases qui durent 20-30 minutes, elles le déplient en 15 jours. Et donc les gens ont le temps de revenir sur l'écrit. Et ils n'arrêtent pas de revenir sur l'écrit pendant 3 à 4 mois. Et à chaque fois, ils y consacrent pas énormément de temps. Et ils constatent, ils ont fait quasiment 150 journaux réflexifs qu'ils ont travaillé avec ça. Et ils constatent des sauts qui sont incroyables. Parce qu'on a offert le temps
et que les gens étaient peu contraints finalement. Dans une séance de 3 heures, ça peut être un peu rentre-dedans. Et là, ils l'ont fait sur 3 à 4 mois. Et donc, les gens finalement avaient le temps de s'autoriser à être face à eux-mêmes. Et avec une médiation extérieure qui est très light au début, c'est juste un professeur référent qui va suivre. Et puis après, c'est une interlocution avec un ou deux autres participants de la formation. Par contre, on est en formation continue, on est en formation avec des conseillers pédagogiques. Donc, c'est des gens qui ont une certaine maturité par rapport à l'acte d'accompagnement, l'acte de transformation. Oui, ils Mais sont il pas là par n'empêche que... hasard. Non, ils sont pas là par hasard, mais par contre, c'est assez révolutionnaire pour eux d'avoir le temps de s'offrir un espace réflexif dans l'écrit. Donc voilà, donc c'est quand même, je trouve qu'il y a une opportunité qui est assez intéressante, mais qui ne nous prémunit pas du tout de tout ce que tu as dit. C'est-à-dire la question du sens, la question de l'utilité directe, la question de la sécurisation et la question de pourquoi est-ce que je mettrais le nez dans mes difficultés et dans ce que je suis. Oui. Dans tout ce que tu as dit, je me suis pas mal retrouvé, notamment avec les étudiants, quand on a des étudiants qui sont très jeunes, qui n'ont pas une expérience de vie qui les a amenés, et tant mieux quelque part, à saisir la nécessité, slash le besoin, slash l'utilité, slash l'intérêt de la réflexivité. Parce que quelque part, ils n'ont pas encore eu beaucoup de problèmes. Et on peut s'en réjouir comme ne pas s'en réjouir. Mais, et ce que je faisais en revanche, c'est, ouais, je faisais comme toi, j'utilisais le décalage en utilisant des objets de discussion qui les touchent davantage, comme les relations sentimentales, le rapport à l'amitié. Et une fois que je les avais ouverts là-dessus, eh bien, on pouvait réutiliser ce raisonnement sur des développements de compétences. Enfin, entre guillemets, développement de compétences professionnelles, mais même si pour eux, c'est encore assez lointain. Et il y avait un engagement plus fort et, ouais, et une authenticité plus forte quand on passait par ces chemins-là. Encore une fois, bah, on amène ce qu'on estime important, on amène l'intérêt pédagogique de notre cours à l'étudiant et pas l'inverse. On essaie de construire une passerelle justement entre notre univers très très académique et conceptuel à la réalité entre guillemets irrationnelle, émotionnelle qui est de l'étudiant. Ce qui est pas évident. Et quand je dis que c'est pas évident, c'est que je voulais t'amener sur cette question. Finalement, est-ce que pratiquer une pédagogie du décalage, de la dissonance, il n'y a pas une certaine difficulté? Moi, je peux dire que humainement, je suis aligné avec ça parce que ça m'amuse, parce que je dirais que socialement, j'ai pas de difficulté, je ressens pas de barrière. Mais ça se trouve, tu prends d'autres personnes qui vont se sentir en fait démunies ou se dire, et c'est ce que j'ai déjà entendu dire, c'est ce que tu fais, Dylan, ok, ça marche, mais moi, je peux pas le faire. Moi, je me sens pas de le faire. Et une question que je voudrais te poser, c'est finalement, comment est-ce qu'on peut accompagner des enseignants en fait à utiliser ces petites stratégies? Ben, je vais te dire, avec eux aussi, il faut fonctionner avec le décalage. Par exemple, moi, ça m'est arrivé hein, professionnellement assez souvent sur cette question-là. Euh, c'est d'interroger finalement pourquoi est-ce que les gens disent je ne suis pas capable. Pourquoi est-ce que les collègues disent moi je ne serai pas capable. Est-ce que ça veut dire, et là on est dans une démarche réflexive dans laquelle on peut provoquer du décalage pour aller sonder. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire par exemple que je ne suis pas en accord avec l'idéologie du décalage? Par exemple, je pourrais considérer que la dissonance cognitive est un acte de malveillance. D'accord? C'est-à-dire que je vais déstabiliser la personne, c'est malveillant, donc je ne le fais pas. Ok. Ça, mais c'est une croyance, c'est une valeur particulière, c'est ok, on y va. Et puis deuxième chose, je pourrais me dire, mais en fait, la dissonance va créer un imprévu. C'est-à-dire, je vais provoquer quelque chose qui ouvre l'autre, et c'est de l'inédit qui va sortir. Je ne sais pas ce qui ressort. Du coup, Qui je n'est pas sors prévu dans le complètement. scénario, que l'enseignant n'a pas prévu dans son scénario. Eh oui. Donc, du coup, ça me sort complètement de ma matrice de maîtrise de mes cours. Et ça, c'est une culture très universitaire. En fait, je fais cours sur ce que je sais. Je vais jamais aller dans l'espace que je ne sais pas, puisque je suis universitaire et ma légitimité est académique. Donc, du coup, il y a quelque chose d'identitaire profond à dire, moi, je ne sais pas le faire. C'est peut-être aussi, je ne veux pas le faire ou je ne sais pas le faire parce que ça n'est pas la matrice classique d'un enseignant qui sait là où il va. Parce que j'ouvre une porte et je ne sais pas là où ça va. Donc il faudra passer du modèle formateur au modèle accompagnateur.
Et ça, l'imprévu, c'est pas toujours facile. Donc, je dirais que, tu vois, rien que simplement poser ces questions sous cet angle-là avec les collègues, les mettre en posture réflexive sur ces questions, c'est ouvrir aussi l'espace d'autorisation ou non. Parce que si la réponse, elle est technique, si je leur dis, ah ben, il faut faire comme ça pour faire des décalages, ben, on comprend bien qu'on risque de se planter. Pourquoi? Ben, qu'elle n'aura rien transformé des freins qui seraient potentiellement dans la première réponse du je ne sais pas. Et la deuxième chose que je fais, moi, ça m'arrive de proposer un décalage tout simplement sur la notion d'efficacité. En disant, tu le fais pas au nom de l'efficacité? Est-ce que le modèle transmissif classique, par exemple, est efficace? C'est quoi le taux de productivité avec un étudiant lorsque je ne le fais pas passer par la réflexivité? On va dire, bah, ils apprennent par cœur ça, ça et ça. D'accord. Est-ce qu'ils sont capables en stage de l'utiliser? Est-ce que? Et donc, finalement, si on arrive à un taux de productivité, de rentabilité, de performance avec les modèles classiques transmissifs qui n'est pas très important, bah, il y a peut-être une autorisation à l'expérimentation. Et là, on peut trouver des leviers assez simples, de base, de départ. On en avait parlé, je crois, par exemple, 3 minutes réflexives à la fin de la séance. Une question de dissonance sur les 3 dernières minutes. Juste une question de dissonance. Et si on sent qu'on a trop déstabilisé, bah, on va faire 3 minutes de plus pour pouvoir réassurer. Ou alors on va envoyer en intercours un petit document qui va dire, ben voilà, il y a eu ce type de déstabilisation, c'est intéressant, mais attention, mais voilà, et on va accompagner. Donc, finalement, il y a une intensité du décalage, de la dissonance qu'on va pouvoir faire varier. Et puis, il y a une logique qui est de l'autorisation à aller dans ce secteur-là, à aller voir ce qui s'y passe dans ce secteur de l'expérimentation de l'imprévu. Ben, sur un cours, c'est peut-être 5 minutes. C'est déjà bien. Et si on voit que ça ouvre des portes, ben, peut-être que les collègues qui, à un moment, soit sont en résistance, soit ne se sentent pas compétents, vont se dire, ah oui, ben, sur 5 minutes, je peux le faire. Et vu que ça amène quelque chose, ben, feu, allons-y doucement. Mais là, je crois que, encore une fois, c'est un projet politique de formation, hein. Et donc, on va, dans ce projet politique, si les collègues sont d'accord avec la vision idéologique qu'il y a, et deuxièmement, si les collègues deviennent co-constructeurs des stratégies pour mettre en œuvre ce projet. Donc, avec eux, de construire, bah, ce serait quoi d'aller vers une pédagogie du décalage? Ok, ce serait quoi? Ce serait quoi à 5%? Ce serait quoi à 100%? Et puis on y va sur les modes créatifs, brainstorming et autres, et puis on balance tout, et puis on voit ce qui est faisable. Oui, suffisamment, quand on dit faisable, c'est ce qui génère encore une fois de l'adhésion des équipes enseignantes. Il faut que ce soit faisable, pas trop coûteux en termes d'énergie, pas trop inconfortable, et dans lesquels suffisamment en fait confortable de sorte à être mobilisé facilement sur une durée assez longue. Tout à fait. Mais dont on peut voir les fruits aussi, si Oui, modeste soit-il. Dont on peut voir les fruits, parce que le but, c'est pas d'expérimenter parce qu'on nous a dit qu'il fallait expérimenter là-dessus. Non, non, c'est de se dire, est-ce que ça transforme, est-ce que ça bouge des choses? Oui, il faut que l'investissement en fait soit suffisamment entre guillemets important pour qu'on puisse voir des effets, mais pas trop élevé de sorte à ce que ce soit trop inconfortable et qu'on ne puisse pas le maintenir sur des mois, des années, etc., etc. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc là, on pourrait penser qu'on a un peu dérivé parce qu'on parlait de l'écriture réflexive, mais le lien que je veux faire justement, c'est que finalement, dans les écrits réflexifs qu'on peut recevoir de nos étudiants, eh bien, on peut avoir des choses justement qui sortent de toute logique scénarisée, qui sortent de ce qui a été prévu. Et pour autant, il faut être capable de s'en débrouiller. Je parle en termes d'expérience, par expérience. Il m'est arrivé de recevoir certaines choses dans les écrits réflexifs, des choses qui relèvent d'une certaine intimité, de la vie de la personne qui nous a envoyé l'écrit. Et bon, moi, je me suis senti à l'aise, mais j'ose pas imaginer l'enseignant qui reçoit quelque chose, un écrit, mais qui fait peur, en fait. La personne confie quelque chose qui est qui est suffisamment forte et chargée d'émotions pour que l'enseignant se dise « Ah mais non, ça je peux pas ». Parce que justement, je peux pas pour plein de raisons. Et dont l'une des raisons, ça sort déjà de mon cadre, ça sort de ce qui était prévu, je suis pas payé pour ça, etc., etc. Donc ce que je veux dire, c'est que même dans les écrits, on peut être amené en tant qu'enseignant à traiter ce genre de choses et à peut-être ressentir un certain inconfort. Et là, je fais un lien avec une personne que j'ai eue sur ce podcast, Elodie, qui est formatrice d'enseignants et qui travaille en zone RED+, et qui a parlé d'une notion qu'on appelle le lâcher-prise.
Et que dans cette posture d'accompagnateur, le lâcher-prise intervient un peu quasiment tout le temps. C'est être capable de se dire que les choses ne vont pas du tout se passer comme je l'ai prévu, qu'il n'est pas forcément il n'est pas forcément nécessaire de prévoir tout ce qui va se passer au grain près, mais que les choses pourront bien se passer et que si on contrôle rien, c'est pas grave, ça peut quand même bien se faire. Je rebondis là-dessus, mais presque en forme de conclusion. En fait, c'est des changements de paradigme dans l'intervention, ce que tu évoquais au début quand tu as commencé à parler d'une écriture réflexive finalement qui est amenée ailleurs qu'une simple écriture de régulation, quoi. Et c'est un changement de paradigme. Pourquoi? Parce que ce n'est plus l'expertise sur le contenu de la formation qui est essentielle, c'est l'expertise sur le méta, c'est-à-dire sur la capacité à accompagner le processus, à faire vivre le processus, qui nous fait passer plus du côté animateur, garant de la sécurité, plutôt que formateur, garant et transmetteur du contenu. Et là, dans ce cadre-là, quand je parle de garant de la sécurité, il y a aussi tout ce qui est la contractualisation initiale, notamment ce que tu viens de dire sur un écrit qui aurait des composantes personnelles. Ça n'est pas le passe-pour. Tu l'as dit, je serais mal à l'aise avec ça. Donc en fait, toute ma contractualisation initiale, même des exercices que je peux faire au départ pour montrer les limites, justement. De dire, ben voilà, il y a ça qui sort, mais ça restera personnel parce que dans une formation, je ne suis pas en thérapie. Donc à partir du moment où je ne suis pas en thérapie, il y a tout un ensemble de choses qui vont peut-être sortir, mais qui restent pour vous. Et il y a des lieux de dépose de ces éléments-là. Un psychologue universitaire, par exemple, bien évidemment, pourrait être la personne ressource. Mais nous, dans notre cadre, on ne travaille pas sur ça. Nos objets, c'est votre professionnalisation, votre rapport au contenu en formation, votre... Et donc, en cernant ces objets, en faisant peut-être des exercices qui permettent de différencier les espaces, je me prémunis aussi d'être dans une sorte de dilemme au final, qui est, ben, là, je suis dépositaire de quelque chose qui n'était pas le contrat initial et qui pourtant doit être traité. Et ça, vraiment, quand je dis expertise, quand tu as une expertise méta, c'est une expertise d'accompagnateur qui est un garant de la sécurité et notamment des objets qui sont sécurisants ou insécurisants. Et là, à mon sens, c'est vraiment un levier essentiel qui n'est pas tellement étudié dans l'aspect formateur, parce que l'aspect formateur, l'expertise, elle est sur le contenu. Elle n'est pas sur l'emballage et le processus. Donc on s'est peu soucié finalement de savoir si les étudiants étaient en sécurité quand on a un amphi de 400 étudiants devant soi. On balance le cours, et puis s'il y en a qui ne sont pas contents, ils resteront avec leur inconfort et ils sortiront de la salle. Et puis c'est tout. Mais quand on est dans un travail sur l'écriture réflexive, notamment, on va toucher des objets qui ne permettent pas de prendre ce risque-là, de jouer avec la personne. Donc moi, quand je travaille en analyse de pratique professionnelle, une des règles initiales qui va faire objet de contrat, c'est nous travaillons sur le professionnel et non sur la personne. Et là, on me dit tout le temps, oui, mais la personne, c'est nous. Je dis oui, parce que vous êtes dans les métiers de l'humain. Donc votre première ressource, c'est la personne. Donc on va utiliser ça, la personne, mais en tant que ressource du professionnel, mais pas la personne quand elle est sortie de l'enveloppe du professionnel. Parce que là, on bascule sur autre chose qui est très insécurisant. D'où la nécessité de toujours contractualiser. Que ça soit très contractuel, et notamment, même si c'est un modèle pédagogique ludique ou sur la surprise, la découverte, il faut qu'il y ait un filet de sécurité conscient, contractualisé en amont. Même s'il est petit et qui va augmenter par la suite, et qu'on va l'enrichir de l'interaction, on va le co-construire. Mais au départ, il y a quelque chose qui place une éthique de l'interaction. Ouais. Et comme porte d'entrée pour pouvoir s'autoriser. Et peut-être qu'on verra que ça n'autorise pas à aller jusqu'à la réflexivité, alors on travaillera sur autre chose. Oui, complètement. C'est une bonne conclusion, même si on pourrait faire une ouverture après tout ce que tu viens de dire sur cette question du changement de paradigme, changement de posture, formateur, enfin transmetteur, accompagnateur, et tout ce que ça demande, tout ce que ça implique. Eh bien, je suis sûr que tu as dû avoir des personnes qui t'ont dit, mais c'est pas ça l'université en fait. L'université, c'est transmettre. Et donc, ça pourrait presque faire l'objet de. Enfin, là, je pense qu'on on quitte le champ purement réflexif, mais on rentre dans le champ de la philosophie et du débat. C'est finalement qu'est-ce qu'on attend d'une structure telle que l'université, quelle valeur on veut y mettre dedans. Parce que des personnes qui m'ont dit, bah, le contenu, la connaissance, ça doit rester le domaine sacré, ça doit rester la mission numéro une, et que tout ce que vous me dites là, d'accompagner, d'aider, ben, ça va être pris sur quoi? Sur des temps de contenu.
Et ça me va pas. Et Tout à ça, fait. c'est un gros frein. Et là, moi, je répondrais avec une vision très politique de ce qu'est une formation universitaire, mais aussi une formation euh, dans un monde dans lequel l'université n'est pas du tout coupée des réalités sociopolitiques. C'est que, en termes d'apprentissage, le modèle transmissif a montré ses limites. Par contre, il n'a pas beaucoup montré de limites en matière de vision de la sélection. C'est-à-dire que je transmets, ceux qui peuvent apprennent. Du coup, si la transmission est un modèle qui est à une visée politique de reproduction de la sélection, du déterminisme, très bourdieusien, bah, c'est cohérent. Par contre, si on est dans une vision de la formation pour tous, c'est-à-dire de l'usage de la formation dans une vertu de développement de soi et de professionnalisation, alors là, je pense que ça mérite de réinterroger les équilibres qu'il y a entre accompagnement, formation, au sens transmission, et de voir dans quelle mesure il y a enrichissement mutuel. Et donc, plutôt que de penser ou, de penser et. Hmm. Mais ça nécessite des politiques vraiment pédagogiques, avec des projets pédagogiques qui sont sur, par exemple, l'articulation de l'alternance entre théorie et pratique. Voilà. Ça, c'est entre utilité et savoir décontextualiser. Mais ça pose des questions beaucoup plus profondes. Mais c'est la base normalement des réflexions quand on fait un projet pédagogique. Mais ça, je pense que si ça t'intéresse, on pourrait faire un autre podcast sur cette question. Ouais, ouais. Il faudrait, parce que là, de toute façon, je crois que tu avais dit, ouais, 11h30. Ouais. Non, non, on va s'arrêter ici et oui, on pourra faire un nouvel épisode. Merci, Yann.